Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin. Ce soir, l'explosion a fait au moins 9 morts et une vingtaine de blessés dans le métro de Saint-Pétersbourg. Une enquête pour acte de terrorisme a été ouverte. Des pistes sont évoquées avec prudence, dont une attaque de l'organisation terroriste Daesh. La Russie est en tous les cas une cible. Sur ce sujet, l'analyse avec le grand reporter au Figaro, Renaud Girard. Dernière ligne droite avant le premier tour de la présidentielle en France, le tout dans un climat où tout est encore possible. Les candidats jettent leur dernière force dans la bataille qui comporte de nombreuses inconnues. Le débat politique avec de nombreux invités en notre compagnie. Et puis, cette question au cœur de votre émission, le programme, le projet des candidats fait-il l'élection? Quelles mesures marquent vraiment cette campagne? Sur ce sujet, le match des idées opposera Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, à l'économiste Frédéric Farah. Enfin, l'entretien avec mon invité, nous allons parler de ce que pensent vraiment les Français, ce qu'ils pensent de la politique, de la sécurité, de l'éducation ou encore de l'immigration, région par région, photographie de cette France qui gronde avec le journaliste d'investigation Antoine Dreyfus, co-auteur du livre d'enquête La France qui gronde, le grand entretien, c'est tout à l'heure. Mais d'abord, l'actualité du jour, bien sûr, c'est l'explosion en Russie dans le métro de Saint-Pétersbourg. Les derniers éléments avec Samia Dechir. L'explosion a eu lieu à 14h40 heure locale. Entre deux stations d'une ligne très fréquentée du métro de Saint-Pétersbourg, la rame a été soufflée. Au moins 10 personnes sont mortes et une cinquantaine a été blessée. Peu après, dans une autre station de métro, un engin explosif a été trouvé, mais il a pu être désamorcé. Une enquête pour acte terroriste a été ouverte. Je suis sorti de la station, il y avait de la fumée, beaucoup de fumée, ça sentait le brûler. Tout le monde courait, paniquait et pleurait. Alors je suis monté par l'escalator. Tout le monde d'ailleurs remontait quand nous sommes arrivés en haut. Le gardien de la station faisait sortir tout le monde et nous disait que la station était fermée maintenant. Depuis son intervention en Syrie, la Russie fait l'objet de menaces de la part de l'État islamique. Mais en l'absence de revendications, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que toutes les pistes restent ouvertes. J'ai déjà parlé au chef des services spéciaux. La police et les services spéciaux font tout pour comprendre les causes de l'incident et effectuer une évaluation de la situation. La totalité des stations de métro de Saint-Pétersbourg a été fermée suite à l'explosion. 3 jours de deuil national ont été décrétés dans la deuxième ville de Russie. Et nous sommes en ligne avec le grand reporter au Figaro, Renaud Girard, auteur du livre « Quelle diplomatie pour la France ?» Bonsoir. Bonsoir. Une enquête a été ouverte pour acte de terrorisme. Les regards se sont rapidement tournés, même s'il faut en parler avec prudence, vers le terrain moyen-oriental. La Russie est une cible pour son engagement sur place et ses prises de position? Oui, bien sûr. Vous vous souvenez qu'il y avait eu d'ailleurs un avion commercial russe qui reliait l'Égypte à la Russie qui avait été pris pour cible par l'État islamique. Il y avait eu plus d'une centaine de touristes russes qui avaient été tués par cet attentat. Alors ça peut être effectivement des terroristes islamistes de l'État islamique qui ont commis cet attentat pour essayer d'intimider la Russie dans sa politique syrienne, puisqu'en fait la Russie est bien sûr aide le régime de Bachar el-Assad, a permis au régime de Bachar el-Assad de reconquérir Alep et en fait a sauvé la mise au régime de Bachar el-Assad. Il y a une autre piste qui est possible, c'est bien sûr la piste tchétchène, puisque la Russie a eu une guerre très dure, 2 guerres contre les Tchétchènes en 1995 et en 1999-2000. Et alors aujourd'hui, il y a dans la République autonome de Tchétchénie un régime favorable à Moscou, mais beaucoup d'anciens boïviki islamistes, c'est-à-dire d'anciens résistants tchétchènes à la Russie, islamistes, peuvent vouloir se venger. L'un n'exclut pas l'autre, parce que nous savons qu'il y a plus de 7000 porteurs de passeports russes
qui sont allés se combattre en Syrie. Et donc il y a beaucoup de Caucasiens islamistes qui sont allés se battre en Syrie et tous peuvent être suspectés d'avoir organisé cet attentat terroriste à Saint-Pétersbourg. Renaud Girard, comment qualifier aujourd'hui, quel mot utiliser pour qualifier la coopération dans la lutte antiterroriste entre la France, plus largement l'Europe et la Russie? Écoutez, je ne suis pas sûr qu'il y ait aujourd'hui une coopération aussi étroite qu'il y a entre l'Europe et les États-Unis, l'Angleterre, etc. En matière de renseignement, la coopération la plus étroite est ce qu'on appelle entre les Five Eyes, c'est-à-dire les 5 anglo-saxons, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. La France n'est même pas partie de ça, mais il y a toujours eu une très bonne coopération. Alors en revanche, avec la Russie, c'est plus distant, mais il y a bien sûr une coopération importante entre la Russie et la France, sur la Russie et l'Europe, et même entre la Russie et les États-Unis sur le plan du terrorisme. Il y a des services extérieurs européens de police et des services secrets en poste à Moscou. Et sur les histoires de terrorisme, les grands États, en fait, ont toujours coopéré. Et malgré leurs différents politiques, il peut y avoir des différents politiques sur l'Ukraine, par exemple, malgré les différents politiques, les grands États coopèrent en matière de lutte contre le terrorisme. Si par exemple un jour les Américains avaient une information concernant un attentat islamiste qui devait être perpétré sur le sol russe, il est tout à fait certain que Washington préviendrait Moscou à l'avance. Une dernière question sur la réaction de Vladimir Poutine, qui était lui-même aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Évidemment, il est engagé dans la lutte contre le terrorisme à l'extérieur et dans son propre pays, avec une situation qui est très tendue dans son propre pays, où il y a eu de nombreuses manifestations et arrestations. Certains craignent un retour du bâton encore plus violent après ce qui s'est passé. Est-ce que c'est malheureusement une possibilité ? Écoutez, non, parce qu'en fait, Vladimir Poutine a une tradition de coopération assez importante avec la communauté sunnite de Russie. La plupart des musulmans russes sont sunnites. Il a par exemple de très bons rapports avec toute la communauté tatare. Je ne parle pas des Tatars de Crimée, mais je parle des Tatars du Tatarstan. Il y a une politique ancienne du Kremlin de coopération avec les chefs religieux sunnites et de maintenir une sorte d'islam russe non djihadiste qui coopère avec le Kremlin. Donc je ne pense pas qu'il risque d'y avoir en Russie même de retour de bâton et de chasse aux sorcières contre les musulmans en général. Alors il y a un cas particulier qui sont effectivement les Tchétchènes, et c'est vrai que les Tchétchènes sont redoutés souvent dans les grandes villes russes, et notamment à Moscou et Saint-Pétersbourg, mais pour leur application dans des réseaux mafieux. Mais aujourd'hui, il faut savoir que la Tchétchénie, sous la férule d'un satrape qui s'appelle Kadyrov, coopère pleinement avec Moscou. Je vous remercie, Renaud Girard, pour votre éclairage. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Quelle diplomatie pour la France ?» La suite de votre émission. Et avant d'accueillir mes premiers invités pour le débat, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour, à commencer par la Guyane. On voit tout cela avec Quentin Calmet. Il serait très facile, sans doute aisé, de céder à la facilité et de promettre des mesures et des aides financières d'un montant irréaliste, puis d'en laisser la charge et la responsabilité à un autre gouvernement. Ce n'est pas la conception que nous avons de la responsabilité dans la République. J'en appelle encore une fois à la raison et à la levée des barrages. Bloquer la Guyane, bloquer son économie, bloquer ses écoles, bloquer ses services publics, ce n'est pas ainsi que l'on peut préparer l'avenir. Déclaration. Toute cette semaine, nous allons durcir le mouvement dans l'espoir que le gouvernement entende la revendication des Guyanais et accorde ce plan d'urgence pour une enveloppe de 2,5 milliards d'euros. Au Sénat.
Il est difficile pour un gouvernement en fin de mandat, à quelques semaines des élections présidentielles, de prendre un engagement d'un tel niveau qui engagerait bien entendu la France et les gouvernements successifs, quels qu'ils soient. C'est délicat, la situation de la Guyane se justifie, donc les revendications, je pense qu'on peut en débattre, sont reconnues, elles sont bien réelles. Je pourrais vous en parler à la fois en tant que président de délégation et ultramarin, mais en même temps la position de sagesse qui est celle du gouvernement de dire pour le moment il ne peut pas prendre, elle est irréaliste, il ne peut pas prendre un engagement se justifie. À gauche. Dans la foulée de l'accord Jadot-Hamon, Patrick Mennucci propose la fusion du Parti socialiste et d'Europe Écologie Les Verts. Le député des Bouches-du-Rhône veut créer un appel d'air sans précédent en tournant également ce nouveau parti vers la gauche associative. Patrick Mennucci qui appelle à des discussions avec tous les partis de gauche. Ambition, créer des alliances avec le Parti communiste ainsi que la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon en vue des législatives. Sécurité. Il explique que les conditions de confiance et de respect avec le ministre de la Justice n'étaient plus réunies. Philippe Galli, directeur de l'administration pénitentiaire, démissionne de son poste. Une décision prise avec fracas à la veille de la parution d'un livre blanc sur les prisons. Et alors que les chiffres sur un nouveau record de surpopulation carcérale ont été révélés, la France comptait au 1er mars 69 430 détenus dans ses prisons, une augmentation de 2,7% par rapport à l'année dernière. Événement. Appelez les portes d'embarquement. La SNCF va installer ses dispositifs anti-fraude dans 14 gares SNCF d'ici la fin 2018. Objectif avec ces portiques, libérer du temps aux contrôleurs et améliorer la lutte contre les resquilleurs. Donc il s'agit bien d'un objectif de lutte anti-fraude d'une part, mais aussi au travers de ce dispositif d'accompagner nos clients dans leur parcours de façon à ce que nos chefs de bord par exemple aient plus de temps pour développer des services à bord et être encore plus à l'écoute et proactifs vis-à-vis de nos clients. Chaque année, la fraude représente 100 millions d'euros rien que sur le réseau TGV. À 20 jours du premier tour, les candidats le savent bien, tout est encore possible dans cette campagne présidentielle. Les courbes peuvent bouger, les dynamiques peut-être s'inverser. Alors dans cette dernière ligne droite, quelles sont les stratégies des uns et des autres? Comment convaincre les indécis? Quel rôle va jouer l'abstention? Ce scrutin peut-il faire basculer les candidats dans les derniers moments? On va en parler avec nos invités ce soir. Anne-Claire Ruel, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes la fondatrice de l'agence Le Board, enseignante en communication politique à Paris 13. À vos côtés, Anne-Sophie Beauvais, bonsoir. Bonsoir. Directrice générale de l'association des anciens élèves de Sciences Po, rédactrice en chef du magazine Émile et auteur du livre Sciences Po pour les nuls, paru aux éditions First. Judith Vintraub, bonsoir. Bonsoir. Journaliste politique et reporter au Figaro. Et notre chroniqueur Jean-Luc Combeau nous accompagne. Bonsoir Sonia. Bonsoir Jean-Luc. Monsieur, mesdames, monsieur plutôt, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de nous arrêter sur ce paysage incertain, mouvant, notamment à gauche, les éléments avec Quentin Calmet. Jean-Luc Mélenchon ne boude pas son plaisir face à 3000 personnes réunies à Châteauroux hier. Le leader de la France insoumise veut croire à la dynamique qui le porte à 15% des intentions de vote à 3 semaines du premier tour. Vous sentez bien, les amis, que la vague se lève. Ne soyez pas trop présomptueux, mais vous avez le droit de vous abandonner au plaisir de savourer cet instant. Un nouveau rassemblement réussi après celui de la Bastille le 18 mars. L'un sourit, l'autre grimace. Principal concurrent dans le couloir de gauche, Benoît Hamon ne parvient toujours pas à décoller dans les sondages. Alors ce matin, il reprend les explications de son programme et de sa mesure phare, le revenu universel. Vous savez, les autres n'ont pas grand-chose à proposer, donc pas beaucoup de choses à simuler sur le terrain. Et moi, j'essaye d'aller au bout de cette campagne présidentielle en étant parfaitement honnête sur ce que je propose, ce qui changera dans la vie des Français. Je ne me contente pas de grandes paroles et de belles paroles. Un candidat qui promet d'être beaucoup plus incisif lors du débat à 11 de demain. Le débat, un exercice où justement Jean-Luc Mélenchon s'était fait remarquer. Alors on va parler de ce qui se passe à gauche, mais plus généralement, c'est une petite musique qu'on entend
l'entend depuis déjà plusieurs jours, tout est encore possible, Judith Vintraube. Tout peut changer et même basculer. Ce n'est pas un slogan politique, mais est-ce que c'est une réalité de cette campagne déroutante, incertaine? Oui, parce qu'il y a 6 à 7 millions d'électeurs qui ne savent pas pour qui ils vont voter, ce qui est absolument du jamais vu. Hein. C'est 15 points de plus qu'en 2012. Ça veut dire que vraiment... tout est possible. On sait depuis longtemps que les meetings pleins ne font pas des premières places aux élections. Nicolas Sarkozy, entre autres, en a administré la preuve. Alors lui, c'était la folie à chaque meeting et des files d'attente interminables pour la signature de ses livres. Et malgré tout, il a été éliminé au premier tour de la primaire. Donc on a vraiment peu d'éléments concrets. Sinon, un seul qui est ce qu'on appelle le taux de sûreté de choix. C'est-à-dire quand on demande à quelqu'un pour qui il va voter, il dit en plus s'il est sûr ou pas de son choix. Et de ce point de vue-là, c'est Marine Le Pen qui arrive très nettement en tête, suivie de François Fillon, suivie mais loin derrière d'Emmanuel Macron, même si Emmanuel Macron a progressé. Selon cet indicateur, il a pris 20 points en très peu de temps. Alors, c'est le moment aussi où chaque phrase, dans ce contexte incertain, vraiment a une importance encore plus accrue. Anne-Sophie Beauvais, les candidats vont être très prudents tout en jetant également leur dernière force dans la bataille. Est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui pensent que le débat à 11 peut changer demain la donne, que ces débats-là, ces confrontations peuvent faire encore bouger les lignes ? Je ne sais pas, c'est très difficile à dire parce qu'un débat à 11, d'abord, c'est la première fois que ça se passe ainsi. 11 personnes à faire débattre ensemble. Je ne sais pas comment vos collègues journalistes vont pouvoir se dépatouiller avec ce format-là, parce que c'est quand même un format très compliqué à gérer. En plus, c'est 11 nageurs, chacun dans son couloir, avec, on imagine à 11 assez peu d'interactions, sinon ça devient vite quand même une grande foire. Donc je ne sais pas si ce débat va beaucoup changer les choses. Mais moi, je voudrais revenir sur ce que disait Judith Vintraube, avec cette indécision qui reste quand même extrêmement forte, puisque plus de 40% des gens nous disent encore qu'ils sont indécis sur leur choix. Mais je me demande comment il peut en être finalement autrement, parce que cette campagne, on a vu que toutes les règles, moi je suis à Sciences Po, je ne vais pas dire qu'on enseigne à Sciences Po comment se présente une campagne présidentielle, mais un petit peu quand même. Et en fait, toutes les règles d'une campagne présidentielle ont été bousculées. On a un président sortant qui ne se représente pas, on a la généralisation des primaires, on a un candidat qui il y a 2 ans était inconnu et se présente sans le moindre parti politique. On a le poids de l'affaire de François Fillon, on a le favori Emmanuel Macron qui est quand même volontairement un peu ambigu sur tout ce qu'il présente, et puis on a un parti socialiste qui est en totale décomposition. Donc comment, d'une certaine manière, le tableau est très juste. Mais comment voulez-vous qu'il en soit autrement finalement? Mais c'est vrai, Anne-Claire Ruel, et j'ajoute aussi qu'on parle maintenant d'un vote caché, les abstentionnistes, l'indécision. Il y a une mosaïque comme ça de votes qu'on ajoute à un scrutin totalement... C'est ça, déroutant, indécis, incertain. Complètement fou. Et si vous rajoutez ça à la sémantique des ralliements qu'on appelle aujourd'hui visite républicaine, par exemple, ça devient complètement... Faites référence à la poignée de main entre Emmanuel Macron et Christian Estrosi. Ça devient complètement ésotérique et c'est complètement vrai ce que vous dites. Ce sont des athlètes, effectivement, dans un couloir. Ils vont devoir débattre entre eux, mais ça va être... Je pense que tout le monde va respecter les règles d'une certaine façon parce qu'ils ont tout intérêt les petits candidats notamment, ont tout intérêt à se faire entendre. Et pour se faire entendre, il vaut mieux ne pas trop se marcher dessus en termes de parole. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien qu'eux ne seront pas au second tour de l'élection présidentielle. Donc il faut qu'ils fassent la preuve, il faut qu'ils apportent la preuve de leur utilité, il faut qu'ils présentent leurs arguments, il faut qu'ils fassent montre de leur diagnostic de la France. Et c'est ça qui va être un peu déterminant. Oui, c'est vrai de temps, oui. Oui, non, je crois pas, parce que, en fait, pour les petits candidats, c'est le quart d'heure Warolia. Ils ne seront plus à la télévision. Donc, comment exister dans un temps aussi court avec des contraintes aussi lourdes ? Très simplement en créant l'incident. Et il y a plusieurs ce qu'on appelle les petits candidats ont envie. Ah, mais je n'exclus pas l'incident. On ne sera pas dans le débat de fond, dans l'explication du projet, pas du tout. Je ne crois pas, en tout cas, du côté des petits candidats. Quant aux grands, exactement pour les mêmes raisons, parce que les petits les chercheront et essaieront de les faire... Alors les petits, c'est ceux qui n'ont pas participé au premier débat. Voilà. Peut-être qu'on préfère les appeler comme ça, pour ne pas froisser des susceptibilités. Ceux qui sont à la traîne dans les sondages, ceux qui occupent les derniers rangs dans les sondages. Ceux qui sont petits, quoi. Pour ce que valent les sondages. Bon, alors, pour des raisons inverses, donc,
les grands se mettront plutôt à l'abri, se protégeront. Donc, il y a mais je n'exclus pas le voilà. clash, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs le jeu médiatique. On sait très bien que potentiellement, ce débat va faire moins de téléspectateurs. Surtout que ça va être très très long quand même. Mais oui, c'est très long, c'est 3h30. Ouais. Mais ce qui compte, c'est les petites boucles de replay qu'on va avoir. Et donc c'est ça qui vous parlez de replay, vous parlez d'où l'intérêt de créer le clash. De clash, mais on n'a pas encore parlé, et c'est ça quand même l'intérêt, Jean-Luc Gombault, c'est de la confrontation des programmes, des projets à 11 candidats. Est-elle possible, même s'il y a bien eu, évidemment, il y a bien sûr eu le premier débat à 5 candidats, comment à 11 candidats peut-on discerner les programmes, les projets, les lignes fortes, les mesures importantes? Eh ben, c'est impossible. Voilà. Donc, il faut pas. Et je pense que chacun des 11 part de là. Il y a le problème des petits, qu'on n'appelle pas petits, mais qu'on appellera autrement, et qui, eux, leur problème, c'est d'exister. Les autres, leur problème, il y a deux aspects. Il y a le fait des abstentionnistes, ceux qui ne savent vraiment rien, mais surtout, je crois, pour chacun d'entre eux, c'est viser ceux qui ne sont pas sûrs d'avoir leurs électeurs. Et c'est ça le problème. Or, le débat à 11 ne permet pas. Parce que si vous vous adressez, le programme en général, ça va être beaucoup trop général. Ça sera pas le problème pour, par exemple, pour M. Macron, c'est non pas de s'adresser aux indécis en général, mais de piquer le problème de Fillon. Le problème de Mélenchon, c'est de piquer des voix, surtout à Hamon. Donc en fait, on est plutôt dans un problème de duo, c'est-à-dire que c'est les fragilités de Hamon pour renforcer la force de Mélenchon, les fragilités de Fillon ou de Macron pour renforcer la force de l'autre. Donc le problème, ça va être de faire plutôt des duos, plutôt d'exposer son programme en général, parce qu'à ce moment-là, ça va être beaucoup trop vague. Les gens vont être perdus. Et donc, la question, par exemple, pour M. Fillon, c'est de matraquer en disant « Vous êtes l'héritier de Hollande pour telle raison dans votre programme. » Le programme de Mélenchon, ça va être de dire « M. Hamon, avec vous, rien ne changera, etc. etc. » Beaucoup plus, d'ailleurs, parce que ça se joue à 2-3%. Ça se joue à très peu, en réalité, le classement qui va être opéré à partir du 27 avril. En fait, je pense que les grands... ça devient péjoratif, ce qu'on est en train de dire sur les grands et les petits. C'est vrai. Appelez les autres candidats qui n'ont pas participé encore au débat. C'est plus ça. C'est court comme formule, c'est pratique. Ouais. Écoutez, c'est respectueux. Les participants au premier débat vont être effectivement dans cette logique un peu de prudence à marteler leur message, et les petits candidats vont essayer effectivement de cliver, mais sur une thématique forte pour pouvoir essayer d'exister et qu'on les retienne au moins sur un point et essayer de ce point de vue-là, d'ailleurs, ça va être assez intéressant de suivre Marine Le Pen parce que ce sera la première fois qu'il y aura autant d'anti-libéraux, anti-européens sur le plateau. Les petits candidats, excusez-moi, je les appelle comme ça, je fais plus court. Les moins grands que les autres. Les moins grands que les autres. Les petits candidats ont cette caractéristique d'être beaucoup plus nombreux sur le créneau souverainiste que les autres, les grands candidats. C'est la première fois que Marine Le Pen est dans un créneau aussi encombré. On va parler dans un instant du candidat des Républicains, mais d'abord, Anne-Sophie Beauvais, il y a eu aussi avant ces débats, et il y en aura encore, des meetings. Il y a un véritable choc des meetings. Est-ce que selon vous, ces grands rassemblements, qui sont aujourd'hui vraiment télévisés ou qui sont vendus, entre guillemets, vendus clé en main aux chaînes d'information continue, qui les diffusent, est-ce qu'ils peuvent être déterminants également? Est-ce qu'ils peuvent inverser une tendance ou au contraire porter un candidat? On voit des meetings avec 3000, parfois même 6000 personnes quand même dans ces grands rassemblements. Non, le candidat qui compte, c'est le candidat raté. C'est le meeting qui compte, c'est le meeting raté. Mais est-ce que le meeting qui réussit... C'est comme le bac. Attendez, un exemple, ça sert à rien si vous le ratez. Le meeting du Bourget, François Hollande. Oui, le meeting du Bourget, François Hollande, mais Judith Van Traub le disait au début de l'émission et je partage son constat. Je ne suis pas sûre qu'effectivement un meeting réussi fasse une campagne gagnée. Et c'est valable aussi pour des législatives. Vous avez beaucoup de députés qui vont vous dire j'ai fait des très beaux meetings et au final le résultat n'était pas totalement au rendez-vous. Mais ces meetings sont quand même extrêmement intéressants au moment où, j'allais dire, on a tous ces débats télévisés parce que moi je trouve que ça fait plaisir de les voir un petit peu en meeting, chacun dans une personnalité assez différente. Parce que je trouve ça assez... à part Jean-Luc Mélenchon, et d'ailleurs tout le monde a un peu salué l'artiste d'une certaine manière après le premier débat, mais il y a une forme un peu de corset avec ces débats télévisés, et de les voir un peu tous s'exprimer avec tout ce qu'ils sont, avec leur personnalité dans ces meetings, moi c'est des moments que du coup je réapprécie d'autant plus, ces moments de meeting, j'avouerai. Oui. Vous partagez cette analyse? Complètement, et je suis un petit peu une fixette sur les replays, mais c'est important, c'est-à-dire qu'en fait le fait que ces débats, ces meetings soient enregistrés,
Ça permet aussi de les regarder évidemment a posteriori, et ça permet de comptabiliser le nombre de vues aussi, parce que vous savez que Internet c'est la guerre, c'est aussi un nouveau front de communication, tout se mesure, tout se quantifie, tout s'additionne, et c'est vrai que on voit que la dynamique de Jean-Luc Mélenchon est extrêmement forte dans la mesure où ces meetings sont extrêmement visionnés. Il y a deux dynamiques chez Jean-Luc Mélenchon. Il y a effectivement une campagne de terrain incroyable. Je crois que c'est quand même lui qui occupe le plus le terrain. Quand vous regardez les affichages dans les rues, l'affichage de Jean-Luc Mélenchon est extrêmement présent. Et sur les réseaux sociaux. Moi, je le constate, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous mettons sur les réseaux sociaux une information qui touche Jean-Luc Mélenchon, c'est la plus retweetée par rapport à l'ensemble des candidats. Donc il y a une présence aussi sur les réseaux sociaux de sa part à lui pendant sa campagne. C'est seul à avoir créé son média. Oui, et c'est très intelligent parce qu'en fait, d'une certaine façon, c'est qu'il a anticipé cette forme de déconnexion des élites, on appellera ça avec le peuple, avec une stratégie de communication justement qui est actuelle et qui est celle de tout le monde finalement. Là où les autres politiques s'y sont mis, évidemment, mais beaucoup plus tardivement. Et quand on parle d'un candidat, il ne faut jamais oublier le programme, le projet, Jean-Luc Gombault, parce que vous le voyez même dans les médias, il y a une forme d'engouement en ce moment pour Jean-Luc Mélenchon et sa dynamique, en oubliant un petit peu le programme économique qu'il propose, Jean-Luc Mélenchon. Quel est-il? C'est intéressant de le rappeler. Alors, rappeler tout le programme économique de M. Mélenchon, ça me donne... Vous avez 6 heures. J'allais le dire, ça donne 5 heures sur YouTube. Et là, j'ai 5 minutes sur Public Sénat. Non, mais effectivement, parce que le programme de M. Mélenchon, je me demande si ça montre l'importance des programmes. Quand on lit le programme du Mélenchon, on dit en fait compte peut-être que ça n'a aucune importance. 176 milliards d'augmentation de dépenses publiques, c'est quand même quelque chose d'absolument ahurissant. Alors vous me direz, les autres aussi au fur et à mesure, mais de manière beaucoup moins importante, moins proportionnelle, les autres aussi, les chiffres qu'ils avancent sont parfois proprement importants. Quand vous dites je vais faire 100 milliards d'économies sans préciser exactement de quoi il s'agit, ça a une consistance, c'est un très joli chiffre. D'ailleurs, au fur et à mesure que les semaines passent, on n'est plus en réalité à 100 milliards, on est à 75, 80 milliards. Donc il faut regarder dans les détails. Quand M. Macron nous dit « moi je vais faire 60 milliards d'économies », en réalité, quand on regarde du côté des dépenses dont il ne parle moins, on est plutôt sur 15-20 milliards d'économies. Donc en réalité, ces chiffres qui sont lancés, ces programmes qui sont écrits et qui demandent quand même un autre travail supplémentaire sur les textes qui sont donnés, on se demande si véritablement ça intéresse les gens. Ça, vous vous souvenez, à la présidentielle précédente, c'était en 2012, on avait chiffré, on pesait, on sous-pesait tous les programmes. C'est intéressant parce que c'est là où Marine Le Pen, à chaque fois, se fait un petit peu corneriser. Dès qu'on évoque le côté économique, évidemment, elle perd un peu ses moyens. D'ailleurs, ils perdent tous leurs moyens. Elle se met tout de suite en colère. Et très en colère. Oui. Florian Philippot aussi. Mélenchon aussi. Mais lui, il est tout le temps. Le constat que vous posez, Sonia, est très juste. C'est que ça fait partie aussi des changements, je trouve, de cette campagne. 2007 comme 2012, la campagne était vraiment... une idée faisait une actualité et on suivait l'évolution des idées. La campagne de 2007, dont j'ai tendance à penser que c'était une magnifique campagne, souvenez-vous. Je veux dire, il y avait une progression dans les programmes. À chaque semaine, l'idée de Ségolène Royal d'un côté, Nicolas Sarkozy de l'autre. Et puis on avait des grandes thématiques. On avait précédemment la fracture sociale, on a eu des... Et là, la seule thématique qui s'est véritablement imposée, on pourrait dire que c'est celle d'Hamon avec son revenu universel, et elle fait pchit dès le lendemain des primaires. C'est quand même original parce qu'il est porté par ça, et au lendemain des primaires, cette thématique est complètement battue en brèche. Oui, puis qu'est-ce qu'il en reste du revenu universel? Il en reste pas grand-chose. Une caravane. À cause de ce que disait Jean-Louis, la difficulté de suivre l'évolution des programmes, des économies annoncées à grands coups de trompette et puis des dépenses nouvelles annoncées beaucoup plus discrètement, c'est important d'en revenir à un clivage qui est vraiment à mes yeux fondamental. Qui, parmi les candidats, accepte les règles du jeu européen et qui annonce qu'il va s'en dispenser? C'est le vrai clivage pour vous? Oui, c'est le vrai clivage. C'est le vrai clivage. Et sur la mondialisation également. Oui, ça va avec. Et après, parmi les gens qui disent accepter les règles du jeu, certains vous annoncent quasiment qu'ils vont tricher. Je pense à Benoît Hamon, qui a un discours, une musique très européenne, très européen, et qui prévoit des dépenses et un mode de fonctionnement social absolument incompatible avec l'Europe telle qu'elle est. Oui, alors il y a une différente façon de tricher.
Parce que, par exemple, M. Macron, quand il dit oui. je vais faire 3%, en réalité, quand on regarde, il ne fera pas 3%. Alors que M. Hamon triche, mais lui, alors de manière un peu plus ouverte, à mon avis. C'est un peu plus. Mais c'est vrai, l'histoire de l'Europe, c'est absolument fondamental. Je disais la semaine dernière ici même que sur les 11 candidats, vous en aviez 5 qui veulent sortir de la zone euro. Non, mais quand on avec regarde, des nuances. Hein. Oui, avec des nuances. Bon, ça revient à peu près à ça. Et franchement, c'est vrai. Je ferai un référendum, etc. Mais enfin, dans la tête, c'est quand même la sortie. Ce qui est unique en Europe. Ce qui est absolument quelque chose de vraiment... Et quand vous regardez l'ensemble, même ceux qui sont pour le maintien dans la zone euro, vous n'en avez qu'un qui n'est pas protectionniste, c'est Macron. Mais quand vous dites que c'est unique en Europe, poussez l'analyse, Jean-Luc Combault, comment il faut l'analyser? Est-ce que ce sont les séquelles du référendum 2005 qui sont restées? Oui, c'est des cicatrices encore béantes. Alors c'est très bizarre, parce que quand vous interrogez les Français, 78% des Français sont favorables à maintien de la France dans la zone euro. Mais quand vous additionnez les voix des gens qui sont les 5 candidats qui sont contre, vous arrivez à 50%. Donc ça veut dire que les Français sont favorables aux zone euro, mais ne se rendent pas compte du pilier, de l'importance fondamentale de cette question. Il y a une sous-estimation de l'importance de cette question, puisqu'ils sont favorables et qui vont voter pour moitié pour ceux qui veulent en sortir. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, l'archétype de ce comportement-là, c'est celui des agriculteurs qui, sans l'Europe, seraient encore plus en difficulté qu'ils ne sont actuellement et qui sont très majoritairement anti-européens. Ils veulent une autre Europe, peut-être. Oui, mais ça, c'est comme ça qu'on habille le combat anti-européen depuis des siècles et des siècles. Rappelez-vous même, Jean-Pierre Chevènement disait « Si, je suis très européen, mais je ne veux pas de l'Europe telle qu'elle est. » Excusez-moi, ça s'appelle anti-européen. Mais si on a le deuxième... Si je peux ajouter juste une chose, c'est que les électeurs ont des excuses, c'est que leurs politiques, toutes tendances confondues, n'ont pas osé, pour ceux qui étaient pro-européens, défendre l'Europe. Vous n'avez plus de vrais discours qui s'assument pro-européens. Mais on risque peut-être de l'avoir, parce que si on a le deuxième tour qu'on nous annonce, c'est-à-dire Macron-Le Pen, ça risque de se transformer réellement sur un référendum, en gros, sur ces thématiques-là. Là, elles seront obligées de sortir, elles seront mises sur la table. Donc ça peut être un deuxième... Quoi qu'il arrive, effectivement, dans l'entre-deux tours, on parlera de l'Europe. Mais c'est un sujet qui n'est pas vendeur pour les candidats, et du coup, il est un peu facile. Mais on en parlera d'une façon, pardon, Sonia, d'une façon qui intéressera peut-être les gens. Parce que là, peut-être qu'ils arriveront à discerner les enjeux. Comprendre les enjeux, oui. Pourquoi Marine Le Pen est à la traîne dans l'électorat des retraités? Parce qu'eux comprennent très bien ce que ça voudrait dire que l'euro ne soit plus la monnaie française. Alors vous avez parlé du second tour tel qu'il est annoncé à un instant T dans les enquêtes et les sondages, mais il y en a un qui veut conjurer ce sort et ce second tour, c'est François Fillon. Ce matin, il a affirmé qu'il serait présent au second tour. On va écouter le candidat Les Républicains invité chez nos confrères d'RMC et BFM TV. Si vous êtes éliminé le 23, est-ce que vous voterez Marine Le Pen le 7 mai? Monsieur Bourna, je ne serai pas éliminé le 23. Non, mais si vous l'êtes. Eh ben, je vous dis, je ne le serai pas. Voilà. Et moi, je ne me place pas dans la situation où je le serai. Tout le monde connaît mes convictions, tout le monde sait que j'ai combattu le Front National toute ma vie, et je ne m'arrêterai pas à 63 ans. Alors, sur quoi compte le candidat à droite? Tour de table, Anne-Sophie Beauvais, est-ce que c'est sur ce fameux vote caché aujourd'hui dont on parle beaucoup, qui va peut-être se révéler dans les derniers moments? Je comprends que François Fillon s'interroge parce qu'aujourd'hui il est à 19% dans les sondages et c'est vrai qu'aux dernières élections intermédiaires, la gauche était à 38%. Donc on peut se demander au double où est passé ces 19% manquants. Le seul problème de mon point de vue, je reste prudente là-dessus, mais c'est que ces 19% manquants, à mon sens, ils sont un peu dispersés. Donc ça peut être plus facile d'aller récupérer 3 points quand vous avez un adversaire direct. Vous vous dites, bon, bah voilà, il y a 6 points d'écart entre moi et cet adversaire, j'en récupère 3, on descend au même niveau. Mais quand vous avez un éclatement comme ça, certains sont partis dans l'abstention, certains sont partis vers le Front National, certains sont partis vers Emmanuel Macron. Je ne vois pas bien sur 2 semaines et demie, 3 semaines de campagne qui nous restent, comment une thématique va pouvoir rassembler cet électorat qui s'est un petit peu dispersé. Voilà. Votre avis, Anne-Claire Ruel, sur quoi compte-t-il? D'où viendra cette remontada qu'il espère? Alors, il a une difficulté, c'est que... il a une difficulté et un avantage. L'avantage, c'est qu'il est assez bon en débat. On l'a vu précédemment, il est assez précis, carré, il a une forme de stature... Vous avez dit que le débat ne peut pas changer grand-chose. Donc. Oui, justement, c'est ça aussi le désavantage, c'est que finalement... ce débat-là, il n'était pas trop malmené par ses petits camarades qui ne l'ont pas trop taclé sur justement les affaires. Mais finalement,
effectivement, si ces débats ne font pas la donne et que justement sa personnalité même est attaquée de par les affaires, il faut qu'il joue tout sur son programme. Et comme ça va être très compliqué à l'heure actuelle d'expliquer ce programme en question, voilà, je vois pas trop comment il peut faire. Il l'a fait ce matin. Il a déroulé une partie de son programme, Judith Vintraud, François Fillon, mais une phrase a provoqué de vives réactions. À la question « Arrivez-vous à mettre de l'argent de côté ?» Pour épargner, il a répondu non. Oui. Cette phrase-là qui est retenue, qui a fait, j'allais dire, les délices, mais les délices vraiment de manière négative des réseaux sociaux. Il se fait piéger, mais il a répondu avec spontanéité. Bon, il a évidemment eu tort sur le coup, parce que, comme vous le disiez, tout le monde en a fait des gorges chaudes. Bon, en même temps, il fallait pas répondre à la question. C'est aussi ça, hein, François Fillon. C'est aussi ce caractère brut de décoffrage qui lui fait commettre des maladresses, ne pas sourire exagérément quand il ferait mieux de se montrer aimable. C'est ce que vous constatez vous-même, parce que vous êtes dans les coulisses, hein, vous l'accompagnez comme d'autres candidats, vous les accompagnez dans les meetings, dans les régions de France. Tout à fait, il fait très peu de concessions à la démagogie, hein. Pour le dire poliment. Jean-Luc Gonfort, c'est ce genre de phrase, c'est l'arbre qui cache le programme. Alors, ça nuance, mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Il est très bon en débat. Mais parfois, il a un petit défaut. Par exemple, sur cette histoire d'épargne que nous signale Sonia. Il y en a plusieurs en ce moment. Non, mais je veux dire, mais c'est important. Pourquoi il a fait cette erreur? Dans sa tête, ça montre à quel point ça peut perturber sa volonté. Dans sa tête, on me prend pour un homme d'argent. Et il faut absolument que je chasse ça de la tête des gens. Monsieur Fillon, est-ce que vous pouvez mettre l'épargne de côté? Et alors il se dit, il ne faut pas que je passe pour un type d'argent. Alors il dit, non, je ne peux pas mettre l'épargne. Mais c'est ridicule. Il y a 50 millions d'assurance vie en France, 50 millions de contrats d'assurance vie. Il y a 60 millions de livrets de caisse d'épargne. Donc tout le monde a un livret A. Tout le monde a... Donc il dit ça. Non, mais je veux dire par là que dans le débat, cette obsession qu'il a, ce pic qui lui a été planté entre dans le dos, évidemment, ça le perturbe quelque part. Et deuxièmement, quand il dit ça, pourquoi? Et c'est vrai, j'ai regardé, parce que vous lisez le document de la haute autorité sur le patrimoine des candidats, on s'aperçoit qu'effectivement, dans ses déclarations, c'est un petit épargnant. Effectivement, il a à peu près 160... Oui, je suis allé vérifier. Il a 170 000 euros d'épargne financière. Les Français, en moyenne, ont 150 000, 160 000 euros. Par rapport à ces... C'est un petit... Et pourquoi c'est un petit épargnant? Mais parce que c'est ça le problème, c'est que son avenir est assuré. Pas présidentiel, bien sûr, mais l'avenir, sa vie, sa propre vie. Et donc, il n'a pas besoin d'épargner. Et là, il choque un peu les Français parce que les Français ont, justement, pour préparer leur retraite, et lui-même leur dit, votre retraite n'est pas assurée, épargnez votre retraite. Il le dit. Or, et lui, il n'a pas ce problème-là. Tant mieux pour lui. Mais et donc, il y a une faute politique là-dedans. Un petit peu beaucoup les Français, comme Emmanuel Macron avait pu choquer avec ses 1 000 euros lorsqu'il était étudiant, en disant qu'il pouvait difficilement boucler les fins de mois. Voilà, il y a des choses comme ça, voilà, qui font... tout ça nourrit ce qu'on dit depuis toujours. Et Anne-Sophie Beauvais, peut-être ce que vous dites aussi aux élèves de Sciences Po, c'est presque un cas d'école. Hein. C'est je ne vais pas dire une classe politique, ça les met tous dans le même sac, mais quand même un peu déconnectés de la réalité. Et d'ailleurs, ils utilisent souvent le mot peuple, comme pour se raccrocher à cette réalité. Le mot peuple, aujourd'hui, il est distribué à droite comme à gauche. Hein. À qui on veut? C'est l'un des mots les plus utilisés aujourd'hui, si on analyse le poids des mots. Oui, certainement. C'est vrai que peut-être, je m'étais pas fait cette remarque, mais maintenant que vous le dites, effectivement. Mais sur Emmanuel Macron, si vous pouvez juste me permettre, parce que finalement on parle beaucoup des autres candidats, mais assez peu du favori ce soir. Et moi je pense que demain, Emmanuel Macron sera quand même relativement attaqué par les uns et par les autres, parce qu'il part quand même en position de favori. J'ai ressorti des archives, parce qu'on a évidemment un certain nombre de politiques passés par la rue Saint-Guillaume, par Sciences Po. On a interviewé en fait Emmanuel Macron en 2010, et j'ai ressorti tout à fait récemment cette archive. Donc il était banquier chez Rothschild, et c'était extrêmement intéressant parce qu'en 2010 on lui demandait est-ce que vous n'avez pas envie d'embrasser une carrière politique, et il avait une réponse qui était très claire. Il dit moi à l'époque il répondait je suis pas prêt à faire les concessions que le Parti socialiste m'impose, je suis un jeune homme blanc qui a plutôt bien réussi et finalement la politique me laissera assez peu de place. Il dénonçait vraiment le fonctionnement de la politique, il décrivait comme très clanique, les conditions du débat ne lui convenaient pas, il dénonçait aussi la gérontologie
gérontocratie qui régnait encore largement. Il dit tout ça m'écarte du monde politique pour le moment. Et je trouve ça intéressant qu'il y a, donc en 2010, il y a 7 ans, il posait ce décor-là. Et 7 ans après, finalement, il a décidé de créer un peu ses propres règles. Mais le constat, il le posait déjà à l'époque. Il y a une autre raison pour laquelle il va sûrement être pas mal attaqué, outre sa position de favori, c'est qu'il a changé de ton lui-même. Vous parliez des meetings, quand il était à Marseille, le candidat de la bienveillance, puisque c'est comme ça qu'il s'était autoproclamé. Je suis le candidat dans le quotidien Le Monde. Absolument, également. je suis le candidat de la bienveillance. Le candidat de la bienveillance s'est mis à dire que pour faire court, ses adversaires n'étaient pas républicains. Il a quand même dit que François Fillon et les siens tournaient le dos à la République, et là je cite les mots exacts employés par Emmanuel Macron, pour aller embrasser et chérir Sens commun. On peut être en total désaccord avec tout ce que dit Sens commun, de là à dire que les avoir pour soutien, c'est tourner le dos à la République, c'est pour le moins du sectarisme et de l'intolérance. Donc s'il y a un tous contre Macron, il y a un Macron contre tous qui peut se jouer dès demain. Dans son interview au Monde ce soir, il dit bien « je suis un outsider ». Il répète ça pour Personne dire « je ne veut être favori. Voilà, non mais oui, mais comme il l'est, il insiste pour dire qu'il ne l'est pas. Pour conclure, également un tour de table, l'abstention. On la décrit quand même comme importante, l'une des plus importantes. Qui, selon vous, a le plus à craindre de l'abstention? Quel camp politique, si on peut dire un camp, gauche, droite, Judith Vintraud, à qui elle pourrait être fatale? D'après ce que nous disent les études sur l'abstention, c'est François Fillon. Ce sont les électeurs de droite qui représentent le gros des troupes qui n'ont plus envie d'aller voter. En même temps, on a 83% des Français qui se disent très déçus par cette campagne électorale. Et je pense qu'il doit y avoir un vivier d'abstention parmi ces 83 qui est important. Et on ne sait pas bien vraiment... on a regardé quand même. Oui. On a posé la question aux gens, c'est autour de 40%. Entre 30 et 40% selon les enquêtes sont des électeurs de droite déçus par Fillon. Même analyse, vous partagez le même point de vue? Avec le retour sur ce qu'on disait précédemment, les électeurs les plus décidés sont évidemment les électeurs frontistes. Et donc il y a vraiment urgence à mobiliser ces abstentionnistes en vue du premier tour. Jean-Luc Monbeau, la conclusion. Effectivement, quand on voit les gens sur les marchés, on s'aperçoit qu'effectivement, là où on voit... C'est toujours un bon thermomètre, les marchés. Pardon? C'est l'un des meilleurs thermomètres. Oui, on voit parce que les gens distribuent des tracts, on discute, on parle, etc. Et on s'aperçoit effectivement que des électeurs qui devraient voter Fillon risquent de s'abstenir en partie importante parce que cet homme les a déçus. Eh bien, nous verrons tout cela à l'épreuve des faits. Merci pour ce débat et cette analyse, mesdames, messieurs. La suite de votre émission avec cette question à présent qui rejoint un petit peu notre débat. Le programme, le projet des candidats fait-il l'élection? Quelles mesures marquent vraiment cette campagne présidentielle? Eh bien, sur ce sujet, le match des idées va opposer dans quelques instants Sophie de Menton, chef d'entreprise, président du mouvement éthique, à l'économiste Frédéric Farah. Restez avec nous, à tout de suite. Vous devriez moderniser vos lectures. Lisez la Constitution. Monsieur Mitterrand, alors s'il fallait lire la Constitution, je vous indique que ce n'est pas le cas. Car le président de la République a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale, il n'en a pas l'obligation. Et donc ne dites pas s'il renverse le gouvernement, dites si je décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Ne me donnez pas un cours de droit constitutionnel. J'ai lu la Constitution autant que vous, avec cette différence que comme je l'ai adoptée, je la connais par l'intérieur, alors que vous l'avez combattue, vous la connaissez par l'extérieur. Elle n'est pas toujours respectée, je pourrais le montrer. Le premier débat télévisé de l'histoire de l'élection présidentielle entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. C'est en exclusivité demain à 22h sur Public Sénat. Événement. Demain dans Territoire d'Info, votre matinale d'information tournée vers les territoires. Marine Le Pen, candidate Front National à l'élection présidentielle, et l'invité de Cyril Viguier. Territoire d'Info, demain à 7h30, en direct sur Public Sénat et Sud Radio. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, bien sûr. C'est votre émission. On va plus loin. Pour évoquer à présent le choc des programmes dans cette présidentielle, a-t-il vraiment eu lieu? Le programme, le projet, est-il encore un élément déterminant pour ce scrutin? Quelles idées, quelles mesures marquent, impriment cette campagne? On va en parler avec nos invités ce soir. Sophie de Menton, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes chef d'entreprise, président du mouvement éthique. Avec nous et face à vous, Frédéric Farah, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, chargé d'enseignement à Paris 3, auteur de ce livre « Europe, la grande liquidation démocratique » aux éditions Bréal. Première question, tout d'abord, Sophie de Menton. Est-ce que selon vous, c'est la question que je posais, le choc des programmes, des projets, est-ce qu'il a eu lieu dans cette campagne? Oui et non.
Oui et non, parce que de plus en plus, j'ai l'impression que c'est la personnalité du candidat. C'est quand même la rencontre d'un homme et d'un peuple, quoi qu'on dise. Et donc les chocs qui ont eu lieu n'étaient pas vraiment ceux qu'on attendait. Et puis il y a quand même un point important qui m'a sidéré, c'est qu'il y a 60% des Français qui déclarent ne pas avoir lu du tout les programmes et 43% qui pensent que de toute façon ça sert absolument à rien parce qu'ils ne seront pas appliqués. Donc on n'est pas vraiment dans une lecture attentive, surtout dans cette campagne, une lecture attentive des programmes. Alors c'est les grandes idées en fait qui restent, c'est-à-dire le salaire universel, la sortie de l'Europe. Enfin, il y a quelques grandes idées par candidat et le reste est noyé dans une actu dont on se passerait bien. Mais est-ce que c'est nouveau, Frédéric Farah? On rappelait tout à l'heure d'ailleurs dans le débat qu'on prêtait quand même plus attention au débat, au chiffrage, au corpus vraiment idéologique, politique des candidats auparavant. Je dirais, on prêtait un peu plus attention, mais pour revenir sur ce qui vient d'être dit, je dirais que comme les électeurs s'habituent finalement à un grand bluff républicain, c'est-à-dire que finalement on ne respecte pas trop ce que les programmes, vous vous souvenez en 95 la fracture sociale et on peut allonger la liste, que même si on chiffre davantage, même s'il y a des mesures, mais il y a cette défiance des électeurs qui ont bien compris que les programmes, on allait leur servir le temps d'une campagne, et puis arriver aux affaires. Vous savez, il y a le grand classique en un mot, on l'a vu en 93, on l'a vu en 95, on l'a vu après, on arrive, puis on fait un audit des finances, on explique que la situation est plus mauvaise qu'on avait pensé, et donc ce qu'on avait promis, on remettra ça à jamais. Donc, dans le fond, je crois que ce qui caractérise le moment, c'est que les affaires prennent encore plus de place qu'avant et noient tout le reste. Donc, et ce qui fait que ce choc des programmes est différé. On va parler du reste, justement, nous, ce soir. Sophie de Menton, et là, on va voir que si vous avez les mêmes avis, peut-être pas, à mon avis. Les programmes économiques des candidats, ils ont été quand même passés au crible, notamment par des think tanks. Quel est, selon vous, le programme? Là, je parle vraiment du projet. On éloigne la personnalité, on éloigne les affaires. Quel est le projet qui est le plus sérieux, qui a la capacité de faisabilité la plus importante dans notre pays aujourd'hui? Clairement, pour moi, c'est celui de François Fillon. Mais alors, c'est vrai que je suis un chef d'entreprise, je représente des entrepreneurs, des gens qui sont dans la vie économique. Et son bouquin, le premier, qui donnait son programme, a été une surprise parce que tout d'un coup, il y avait le constat qu'il fallait, il y avait les mesures qu'on n'avait pas eues pendant 5 ans. Et on s'est dit, voilà, ça y est, on y est. Et puis, alors... Le second programme, qui est assez flou, mais qui est plutôt sympathique, c'est celui d'Emmanuel Macron. Sympathique. Plutôt sympathique, parce que d'abord, on a l'impression qu'il veut réunir tout le monde. On a l'impression qu'il va révolutionner le logiciel. Il est très libéral. C'est très rare qu'on ait des libéraux en France. C'est un gros mot. Certainement pour mon vis-à-vis. C'est un vrai libéral. Il sait ce que c'est que l'économie de marché, il sait ce que c'est que l'entreprise quand même. Je vois que votre cœur de chef d'entreprise est partagé quand même. Écoutez, j'ai beaucoup varié parce que j'ai eu des moments de déception. Oui, j'ai eu des moments de déception quand même. C'est très difficile. Je trouve que cette élection est très difficile. Alors j'en ai éliminé évidemment un certain nombre. Mais restons sur vos deux choix intéressants, deux choix que vous mettez vous-même dans la catégorie des libéraux. D'abord Frédéric Farah, est-ce que vous les mettez dans cette catégorie-là? Et vous qui avez écrit quand même un ouvrage détaillé, argumenté, introduction, inquiète à la Macron économique, que pensez-vous du programme économique d'Emmanuel Macron? Bon, alors, effectivement, tous les deux, on peut les classer comme des libéraux. Alors, moi, je dirais pas que le mot libéral est une insulte. Je dirais que... Un mot tabou, parfois. Oui, mais je dirais que le libéralisme tel qu'il est vendu, tel qu'il est promu, je dirais que c'est un libéralisme assez appauvri dans ses fondements, dans sa réflexion. C'est un libéralisme un peu marketing, on va dire. J'aimerais que le libéralisme ait la hauteur de Tocqueville. Mais le libéralisme à l'heure actuelle, on est loin de Tocqueville. Vous nous emmenez haut et loin, là. Je veux dire, là, Tocqueville, on l'a oublié au passage. Mais bon... Frédéric Bastiat. Alors, on pourrait discuter de Bastiat et sur d'autres points, mais la question serait passionnante. Mais bon, on l'aura peut-être un jour, parce que l'histoire des idées est en effet passionnante. Et je suis bien d'accord avec vous. Alors, le programme de Macron, oui, c'est un programme
Qu'est-ce que j'en pense? Si vous voulez, tout à l'heure j'écoutais l'émission, on parlait de l'Europe. Alors M. Macron, pour moi, oui, se discrédite complètement, parce que bon, dans ses mesures, il reprend des choses qu'on a déjà entendues 1000 fois depuis 30 ans, c'est pas ça. Il accepte le cadre européen tel qu'il est, et il nous dit il faut aller plus loin dans ces réformes structurelles, c'est cette direction. À mon avis, il invalide tout le reste, parce que la question centrale, c'est la question européenne, et tant qu'on n'a pas revu ces règles, on ne les a pas repensées, eh bien on va bavarder. Et je crois que M. Macron, il fait avec l'existence, c'est un programme euro-compatible, mais je ne suis pas sûr qu'il réponde à la hauteur des défis du moment. Ça, c'est intéressant. On va s'arrêter sur ce point. Vous dites, parce qu'il y a un carcan européen qu'il ne veut pas ni desserrer ni bouger, que finalement, toutes les autres réformes qu'il propose sont, vous dites, invalidées par ce carcan. Bien sûr. C'est le cas, Sophie Menton ? Je suis un peu d'accord, c'est-à-dire, mais probablement pas pour les mêmes raisons. Moi, je pense qu'il faut effectivement d'abord une harmonie absolue en Europe. Il faut une Europe moins nombreuse. On n'y arrivera jamais. Par exemple, on continuera d'avoir des luttes sociales terribles avec les travailleurs détachés. Il faut absolument à peu près quand même une harmonisation économique, sinon on n'en sortira jamais. Il n'a pas l'air de se diriger vraiment vers ça. Ensuite, ils ne parlent pas tous. Et c'est quand même très fondamental de l'Europe des frontières. Moi, je suis très étonnée. Ça intéresse quand même beaucoup les gens, l'Europe des frontières. Et cette Europe des frontières, alors elle est évidemment économique, elle est aussi sécuritaire. On n'en entend pas un mot. Et il y en a une, alors vraiment, je prends des précautions parce que je n'ai aucune affinité d'aucune sorte avec Marine Le Pen, mais je l'ai entendue, d'ailleurs au sein du mouvement éthique où on recevait tous les candidats, où elle a dit, moi, je vais aller à Bruxelles, je vais les réunir autour d'une table et je vais leur dire ce que je veux, et ils vont être obligés de céder parce que je menace, et si je m'en vais, c'est derrière l'Italie, l'Espagne, etc. Et la seule chose que j'ai aimée, c'est son ton autoritaire. J'ai pas entendu ça. Ils sont déjà battus par l'Europe, tous les candidats qui sont là. Je les vois pas en train de lutter. Et il y a quand même, moi je sais pas, j'ai envie d'un président de l'Europe. J'ai l'impression qu'on se sortira pas s'il n'y a pas une Europe complètement revue et corrigée. Là aussi, il faut qu'elle change de logiciel, à mon avis. Là, vous êtes d'accord? C'est ce manque aussi de leadership qu'on reproche à la France depuis un certain temps déjà. Il y a un manque de leadership. Et puis, pour reprendre ce qui a été dit, on construit une Europe avec des paradis fiscaux qui sont en train de lessiver les recettes des voisins. C'est-à-dire, vous avez l'Irlande d'un côté, peut-être demain l'Angleterre deviendra le Luxembourg, Chypre, Malte, on peut y aller dans tous les sens. Donc, sauf si vous permettez, s'il y a des paradis fiscaux, c'est parce qu'il y a des enfers fiscaux. Oui, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que... Alors, où la France, se dirige votre regard? Pas loin d'être c'est pas terrible, on n'est pas loin de l'enfer fiscal. Et ils viennent pas se réfugier en France, oui, alors peut-être on va pas se retrouver là-dessus. On va nourrir plutôt l'esprit de concorde ce soir en disant que le problème, et je le répéterai jamais assez, en Europe, on ne se pense que comme des concurrents, jamais comme des partenaires. C'est vrai. Donc, on passe notre temps, finalement, à se faire des stratégies non coopératives, et ensuite, on va appeler ça Union européenne. Alors, tant qu'on n'arrivera pas à se penser de manière collective pour un même destin, pour faire face à des défis comme la transition énergétique, comme les questions géopolitiques, comme les questions de croissance et d'emploi... Oui, mais à combien Ah, mais de toutes les façons, je vais vous dire une chose, plus on a élargi, plus le projet est devenu impossible. Bon. Il y a un mot que vous avez employé tout à l'heure, une expression, c'est très important, on va en parler, c'est la lutte sociale. Il y a eu quelque chose de très important qui s'est passé la semaine dernière. La CFDT a quand même supplanté la CGT en tant que syndicat national. Est-ce que c'est une donnée importante pour les candidats, pour le futur chef d'État, parce que la question de la faisabilité, je reviens là-dessus d'un programme, est très importante en fonction de l'interlocuteur que vous avez en face. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne nouvelle pour des candidats réformateurs, ce contexte? C'est forcément une bonne nouvelle, mais on se raconte des histoires. Ah, lesquelles? C'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle parce que la CGT, elle bloque tout. Mais je ne vois pas comment cette petite avancée, quand même assez subtile, va empêcher une certaine France d'être dans la rue et de recommencer nu debout gaiement dès qu'on voudra toucher à des acquis sociaux entre guillemets. Donc moi je pense encore une fois qu'il faut aller beaucoup plus loin. On a un système syndical qui fonctionne pas. Le dialogue social, on peut tout nous raconter. J'entends Emmanuel Macron qui dit on va confier la réforme du code du travail, dialogue social, partenaires sociaux. Ça marche pas. Ça fait 5 ans qu'on essaie. On en a pour 2 ans, on discutaille, c'est du donnant-donnant. On
On n'y arrive pas. Et au sein d'Éthique, le mouvement que je représente, on en est presque au stade où on se dit qu'il faudrait presque rendre la syndicalisation obligatoire. Oula, là encore, j'y vais doucement. Non, mais il faut changer là aussi. Bon. Moi, je dirais le problème, c'est qu'il faut regarder un petit peu autrement, je dirais, les choses, pas savoir si CFDT ou CGT, qu'est-ce qui est mieux. Vous évoquez l'idée de la réforme. Quelle réforme dans le fond? Parce que le mot de réforme, il est toujours mis en avant. Il est galvaudé, il est galvaudé, et donc il y a un réformisme de droite, il y a un réformisme de gauche. Le mot de réforme n'avait de sens que lorsqu'existait l'alternative qui s'appelait la révolution. À partir du moment où la révolution n'existe plus comme option dans le paysage politique, bah si. le mot... Oui, mais enfin, on a... D'accord. On parle que de ça, Mélenchon. Oui. Vous avez vu, il grimpe. Oui, peut-être. Mais en tout cas, si dans l'histoire des idées, c'était réforme face révolution. Révolution a été écartée. Il faut savoir quel type de réforme. Aujourd'hui, par exemple, quand on dit « Ah oui, il faut un peu de flexibilité, de sécurité », par exemple, moi je pense qu'il faut inverser les choses. Il faut offrir un peu de sécurité qui vont donner un peu de garantie, et lorsqu'il y a davantage de garanties, on peut concevoir un peu plus de flexibilité. Mais commencer par la flexibilité comme étant la primauté surtout, me paraît hautement contestable. Donc moi, je crois que les Français, depuis 30 ans, ont supporté beaucoup de réformes, se sont beaucoup sacrifiés. On leur a expliqué qu'il fallait se sacrifier pour la désinflation compétitive dans les années 80, pour arriver à l'euro, pour défendre l'euro. Et les fruits de ces sacrifices, je crois qu'ils ont toujours été remis à demain. Mais comme le dit très bien Keynes, à long terme, nous sommes tous morts. Donc, si vous voulez, je crois que les Français, légitimement, depuis 30 ans, ont supporté des transformations du marché du travail, ont vu l'évolution de leurs services publics, ont vu, la précarité augmenter, et on leur dit, écoutez les amis, c'est pas assez, il faut aller encore plus loin. Bon, je peux comprendre une impatience légitime d'un corps social qui a beaucoup fait d'efforts, et c'est pas tout le corps social qui l'a fait, vous le savez bien, et que... Est-ce que vous confondez pas réforme et impôt? Parce que je suis d'accord avec vous, ils ont payé les Français. Mais c'est pas pour voir des réformes, il n'y a pas eu fondamentalement des réformes. Alors il y a eu, quant à la sécurité, il y a une sécurité où plutôt on est ligoté dans les entreprises, c'est pas de la sécurité vraiment, c'est une forme d'impossibilité de scotcher les salariés, le mot licenciement est terriblement tabou et on comprend avec un chômage comme ça, mais ce que les Français on ne fait pas la pédagogie des choses, plus on aura de difficultés à se séparer d'un salarié, plus ça coûtera cher, moins on en recrutera, d'où la multiplication des CDD. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu les bonnes réformes. Et là, vous dites quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que on a l'impression que les gens veulent aller plus loin dans ce qui a été mauvais. C'est-à-dire qu'il y a eu 35 heures, catastrophe. Eh bien, on en est à dire, parce qu'on n'est pas allé assez loin, il faudrait 32. Enfin, je veux dire, c'est à peu près ce type de raisonnement. On est en train de dire on n'a pas assez de sécurité pour les salariés. Il y a quand même une sécurité, je pourrais vous donner des exemples concrets, hallucinantes pour les salariés aujourd'hui, qui ont globalement... raison devant les prud'hommes et les tribunaux, ce qui ne veut pas dire du tout qu'il n'y a pas des cas très difficiles, que en plus tous les salariés ne se valent pas, il y a des secteurs en crise, il y a des secteurs en tension, enfin bon. Mais ce n'est pas vrai, nous sommes le pays d'Europe où les salariés sont quand même le plus protégés, mais mal. Alors, si je peux réagir à ça, alors, regardez. Il y a eu toute une série de réformes. Par exemple, on a supprimé, alors on va remonter au début des années 80, on va arriver jusqu'aujourd'hui très vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, l'autorisation administrative de licenciement en 86, on l'a virée, très bien. Combien ça a créé d'emplois? Rien. Ça empêche peut-être d'en détruire encore plus, hein. Ah oui, alors on peut faire... Oui, vous savez, l'argument, c'est un peu le même pour l'euro. C'est comme on n'a plus d'argument pour l'euro, on dit, si on sort, ce sera encore pire si on reste. Si vous voulez, c'est un peu la même logique. Mais parce qu'on se dit, comme il n'y a pas d'avantage à la chose, on va découvrir quels sont les désavantages. D'accord. Bon, on a flexibilisé largement le marché du travail, on a exonéré considérablement... depuis 1993 pour les salaires proches du SMIC. Je rappelle que quand même... Et on trappe à bas salaire. Oui, parce que regardez, un salarié au SMIC coûte à l'entreprise à peu près 20 500 euros. Une exonération type Fillon sur les cotisations, ça coûte à peu près 74 000 euros par emploi. Bon, donc ça coûte quand même beaucoup plus cher, avec des résultats incertains. Alors je sais que sur les 35 heures, on ne sera pas des amis, car effectivement, je crois à ce que nous dit la DARES, même si je sais que ces chiffres font l'objet de débats, ça a créé quand même 350 000 emplois.
pas. Je trouve pas ça dégueulasse, même si on pouvait améliorer les dispositifs. Et pourquoi je crois qu'il faut aller plus vers la réduction du temps de travail? Parce que je crois, si un jour on a le temps du débat, c'est une mesure profondément écologique aussi. Mais ça, c'est encore un autre volet à la question. Ça, c'est la décroissance. Alors la théorie de la décroissance... Non, c'est pas la décroissance complètement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a, si vous voulez... très largement. On a fait la rupture conventionnelle, on a essayé... Qui coûte cher, hein. Qui coûte cher peut-être, mais on a essayé d'aller dans cette direction avec des créations d'emplois très relatives. Et même l'OCDE, je pense quand même c'est un organisme que vous aimez bien, en 94 avait dit il faut faire de la flexibilité. 10 ans après, il a dit je suis plus très sûr qu'il y a un lien entre les deux. Quel est l'argument qui sous-tend toute cette démonstration On en a beaucoup fait déjà. Voilà, cet argument, je vais vous le dire de manière simple, c'est que il y a toute une logique de la réforme qui consiste à dire plus on élargit la logique du marché et les mécanismes concurrentiels, mieux ce sera pour tous. J'ai l'impression, au regard de 30 ans, que ce pari-là, n'a pas porté tous les fruits qu'on prétend. Vous avez partiellement raison, sauf qu'on oublie une chose, c'est que d'abord on n'a plus le choix, on est mondialisé. Et donc cette concurrence, elle est là. Je veux dire, il n'y a rien à faire. Et la propre, vous l'avez dit vous-même. On peut quand même ou la réguler, ou un petit peu l'encadrer, regardez, en Europe, on n'y arrive pas. Alors on non, libre circulation des produits et des services, et des personnes. Très bien. Et tout le monde arrose sur le plombier polonais. Malheureux plombier polonais, bon. Donc ça ne veut rien dire, on est complètement contradictoire. Oui, peut-être, mais voilà. C'est le discours de la fatalité. Ah non, je ne suis pas fataliste. Non, mais vous dites... On est mondialisé, oui. On ne peut pas faire autrement. Je crois que si le politique né finalement ne se résume qu'à un aveu d'impuissance face à une réalité qui s'impose à lui, et tout ce qu'il va faire, c'est un peu une politique d'ambulance pour aménager les choses, les gens ne voteront pas, seront tentés de voter peut-être pour des extrêmes. Et je pense que si au niveau de l'Union européenne, on n'est pas capable de repenser les cadres de la concurrence et on n'est pas capable d'offrir un environnement qui domestique les pires effets de la mondialisation. Mais ce débat que vous tenez là, il est essentiel parce que finalement c'est ça qui va guider quelle société on veut et finalement quel candidat on veut. Est-ce que justement, ça rejoint la première question que je vous posais, ce débat-là, pourquoi il n'a pas lieu? Pourquoi est-ce qu'il est anesthésié? Il n'a pas lieu d'abord parce que c'est insupportable, cette espèce de haine. Alors, je ne suis pas une politique, je ne suis pas une commentatrice non plus. Et cette haine les uns des autres, je veux dire la haine anti-Macron, la haine anti-Fillon, la détestation le péniste, etc., fait que ce sont des attaques permanentes et ce n'est pas le cas ce soir. Et je vous en remercie. On peut avoir un débat avec des points sur lesquels on est d'accord, avec d'autres points où on argumente, avec je peux me rendre à votre avis. Ça n'existe nulle part. On est même... Alors, exception. On est même dans les plateaux télé, on vous met paf à droite avec quelqu'un de droite, à gauche avec quelqu'un de droite, et de toute façon, il faut s'affronter. Et on vous demande éventuellement avant si vous êtes sûr de ne pas être d'accord avec la personne invitée. Ce que vous avez marqué, nous n'avons pas fait. Jamais. Pour privilégier la discussion entre c'est vous. pour ça que je peux le dire. Et je pense que nous avons absolument à faire une pédagogie de ce qu'est l'entreprise. J'aurais envie de vous raconter un cas stupéfiant qui arrive en ce moment. On protège donc les salariés et en particulier les petites entreprises, les coiffeurs, les boîtes de com, d'informatique, etc., recrutent des apprentis, font une formation, finalement sont contents, ont investi 2 ans, les ont formés, ils leur donnent un CDD, l'apprenti dit non, je veux un CDI, ok, un CDI, bien. Le CDI, on lui donne. Et au bout de 3 mois, il demande une rupture, pas conventionnelle, une rupture, la nouvelle rupture, oui. Évidemment, le patron dit non, je veux vous garder, je vous ai formé, ça se passe très bien. Il dit ok, vous voulez pas de rupture conventionnelle, pardon, eh bien, au revoir. Il s'en va. Il part. Au bout de 3 jours, le patron envoie une lettre commandée, le salarié ne répond pas. Au bout de 6 semaines, il est considéré comme parti pour faute grave. Et il a le chômage automatiquement. Et qu'est-ce qui se passe? Il se met à son compte. Et il a le chômage pendant 1 an. Et c'est un phénomène, c'est pour vous montrer la perversité parfois de la protection des salariés. Ça, c'est inadmissible. Ils bénéficient du chômage. Alors, ça coûte très cher et ils montent une boîte. Vous avez raison, mais on pourrait faire exemple contre exemple. Hein. Perversion de la protection, perversion de la flexi-sécurité, etc. Laquelle perversion de la flexi-sécurité? Vous trouvez qu'on est très... Quelle perversion
quelle version avez-vous? Non, moi, sans aller peut-être jusque-là, après, si vous voulez que certaines protections puissent faire l'objet d'abus. Il y en a plein, hein. On peut en discuter. De l'autre côté, je pense que, par exemple, c'est mieux que la concurrence se fasse sur la qualité des biens et services que sur la nature des réglementations, des protections des salariés. Je pense que la bonne concurrence devrait se faire sur la qualité des biens, de ce que l'on produit. Où je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'il faudrait maintenir vivant un débat parce que, effectivement, comme le dit le philosophe polonais Kolakowski, le gris c'est beau. C'est-à-dire que la vie, c'est ni noir ni blanc, le gris, c'est un équilibre. Et voilà, c'est un équilibre. D'autant plus dans notre pays où il vraiment marcher sur ses deux pieds, vous l'avez rappelé, une protection, une flexibilité. Merci en tous les cas pour ce débat équilibré. C'était le cas ce soir. On a parlé du fond, des programmes, des projets. On va continuer à le faire avec notre invité dans quelques instants pour le grand entretien qui a consacré un livre enquête à la France, mais à la France qui gronde. C'est dans quelques instants après le tour d'horizon de l'actualité du jour. Le bilan provisoire est de 11 personnes tuées et des dizaines de blessés dans l'attentat qui a visé une rame de métro à Saint-Pétersbourg. L'explosion a eu lieu à 14h40 heure locale. Peu après, dans une autre station de métro, un engin explosif a été trouvé mais il a pu être désamorcé. Une enquête pour acte terroriste a été ouverte. Depuis son intervention en Syrie, la Russie fait l'objet de menaces de la part de l'État islamique. Mais en l'absence de revendications, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que toutes les pistes restent ouvertes. Bernard Cazeneuve. Il serait très facile, sans doute aisé, de céder à la facilité et de promettre des mesures et des aides financières d'un montant irréaliste, puis d'en laisser la charge et la responsabilité à un autre gouvernement. Ce n'est pas la conception que nous avons de la responsabilité dans la République. J'en appelle encore une fois à la raison et à la levée des barrages. Bloquer la Guyane, bloquer son économie, bloquer ses écoles, bloquer ses services publics, ce n'est pas ainsi que l'on peut préparer l'avenir. Déclaration. Toute cette semaine, nous allons durcir le mouvement dans l'espoir que le gouvernement entende la revendication des Guyanais et accorde ce plan d'urgence pour une enveloppe de 2,5 milliards d'euros. Au Sénat. Il est difficile pour un gouvernement en fin de mandat, à quelques semaines des élections présidentielles, de prendre un engagement d'un tel niveau qui engagerait bien entendu la France et les gouvernements successifs, quels qu'ils soient. C'est délicat, la situation de la Guyane se justifie, donc les revendications, je pense qu'on peut en débattre, sont reconnues, elles sont bien réelles. Je pourrais vous en parler à la fois en tant que président de délégation et ultramarin, mais en même temps la position de sagesse qui est celle du gouvernement de dire pour le moment il ne peut pas prendre, elle est irréaliste et il ne peut pas prendre un engagement se justifie. À gauche. Dans la foulée de l'accord Jadot-Hamon, Patrick Mennucci propose la fusion du Parti socialiste et d'Europe Écologie Les Verts. Le député des Bouches-du-Rhône veut créer un appel d'air sans précédent en tournant également ce nouveau parti vers la gauche associative. Patrick Mennucci qui appelle à des discussions avec tous les partis de gauche. Ambition, créer des alliances avec le Parti communiste ainsi que la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon en vue des législatives. Sécurité. Il explique que les conditions de confiance et de respect avec le ministre de la Justice n'étaient plus réunies. Philippe Galli, directeur de l'administration pénitentiaire, démissionne de son poste. Une décision prise avec fracas à la veille de la parution d'un livre blanc sur les prisons. Et alors que les chiffres sur un nouveau record de surpopulation carcérale ont été révélés, la France comptait au 1er mars 69 430 détenus dans ses prisons, une augmentation de 2,7% par rapport à l'année dernière. C'est l'heure à présent de votre revue de presse. On va découvrir ensemble les unes de vos quotidiens avec le Figaro, le jour de gloire qui est arrivé pour les petits candidats. Les 11 petits, entre guillemets, bien sûr, les 11 prétendants à l'Élysée vont débattre demain sur BFM TV et CNews, un exercice inédit sur lequel les candidats, on va dire, les moins connus, compte pour s'affirmer et probablement bousculer les favoris. La Croix à présent, présidentielle, scène de campagne à 20 jours du premier tour. Les candidats jettent toutes leurs forces dans la bataille. Les Échos qui titrent sur les impôts.
les projets des candidats au banc d'essai, comparaison sur ce thème important qui nous concerne tous, les impôts. Et puis enfin, l'humanité, 2,5 milliards d'euros, le prix de l'égalité pour la Guyane. C'est le plan qui a été rejeté ce soir par le Premier ministre Bernard Cazeneuve, plan qui a été soutenu et demandé par le collectif des 500 frères. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin. Mon invité ce soir est journaliste spécialiste dans l'investigation. Il a entrepris un tour de France à la rencontre des citoyens, des Français, sur les sujets de fond, parfois et souvent d'ailleurs les sujets de fond ignorés dans cette campagne. Antoine Dreyfus, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes le co-auteur avec également le journaliste Jean-Marie Godard de ce livre enquête très fouillé, intitulé La France qui gronde. Alors ce livre, il donne la parole à une France qu'on a l'habitude d'appeler la France silencieuse. On va entrer dans les détails ensemble, mais d'abord, le diagnostic général de cette France-là, si vous deviez le dresser, quel serait-il? Quel est-il? Alors avant de dresser le diagnostic, je voudrais juste dire la façon dont on a travaillé, parce que ça fait partie du livre. On a été donc dans les régions françaises, dans les 13 régions françaises, et on a pris des moyens de transport assez banals, de train Ouigo, comme on n'avait pas énormément d'argent non plus. Donc on s'est débrouillé, on a pris du Blablacar, etc. Donc et l'idée, c'était donc de faire parler les Français et de faire un peu comme des cahiers de doléances, version 1916, 2016, 2017, voilà, et d'écouter les Français qui ne s'expriment jamais, voilà. C'est ce que vous avez fait, vous l'avez dit, plusieurs régions. On parlera tout à l'heure pourquoi vous avez contourné une région, vous avez évité Paris. Le diagnostic général d'abord. Alors le diagnostic général, en fait, à vrai dire, on est sorti un peu déprimé de l'écriture et de l'enquête. Le diagnostic général, il est pas très gai. On a vu une France divisée, disloquée, fracturée. Et lorsque Chirac, en 1995, parlait de la fracture sociale, c'est plus une fracture, maintenant c'est un gouffre. Donc il y a des communautés qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent plus. Et il y a différentes France avec des micro-sociétés un peu partout. Et il n'y a plus de commun, en fait. C'est ça qui nous a frappés. On va parler de ces différentes fractures. Elles sont au pluriel, alors que le slogan de Jacques Chirac, c'était la fracture sociale. Vous proposez, Antoine Dreyfus, dans ce livre, une vision panoramique, une vision dont nous manquons nous-mêmes, journalistes, les commentateurs, parfois même peut-être les responsables politiques, parce qu'on voit chaque parti, vous l'avez vu finalement comme un tout, et c'est cela qui change la vision. Oui, alors c'est un livre qui s'est fait en travaillant, c'est work in progress. On a commencé par nos lieux de vacances, parce que voilà, c'était le plus simple, il y a nos familles, nos connaissances, etc. Et au fur et à mesure, on a construit un tableau de la France. Et c'est un peu nous aussi, c'est un peu nous dans ce livre, faut être clair. Mais on sent, je vais vous le dire, et ce n'est pas pour mettre en avant votre livre, on ne se connaît pas, je vous reçois pour la première fois, on sent un vrai travail de terrain, d'enquête quand on lit le livre, et on sent que vous avez voulu donner la parole à la France qui est sous les radars des sondages pour le moment. Elle est presque insondable, cette France-là, peut-être parce qu'elle ne veut pas l'être. On ne lui tend pas les micros, il n'y a pas les caméras. C'est cette France-là qu'on retrouve dans votre livre. Oui, en fait, c'est drôle parce que je suis en train de lire un livre sur les renseignements généraux en ce moment, qui est édité dans la même maison d'édition que nous. Et ce travail était fait par les renseignements généraux, c'est-à-dire le travail de terrain, aller voir dans les cafés, discuter avec tous les représentants des corps intermédiaires. Oui, pour sentir le climat social. Le climat, voilà, ça. Et ce travail n'est plus fait, en fait. Et à vrai dire, nous, avec nos petits moyens, on n'est que deux, on a été au contact des Français, voilà, et on les a sondés. Voilà. Et cette France qu'on retrouve dans votre enquête, c'est la France, allez, pour résumer, qui n'a pas fait nuit debout, voilà, qui n'a pas manifesté contre la loi travail. Mais attention, je crois en lisant votre livre, elle ne rejette pas la politique. Elle rejette une forme de la politique nationale qu'elle voit dans les médias. Elle rejette d'ailleurs un peu une partie des médias. Elle rejette certains responsables politiques, mais pas la politique. Elle est encore en demande de la chose publique. Exactement, elle est très intéressée par la politique, très intéressée par les débats de fond, contrairement à ce qu'on peut croire. Elle
elle rejette un système politique. Elle fait une façon de faire de la politique complètement déconnectée du pays et de la réalité. Voilà, des salaires à 20 000, 30 000 euros par mois, ça c'est des choses insupportables pour les gens parce que le salaire médian en France c'est 1 772 euros. Médian, c'est-à-dire qu'il y a 50% en dessous, 50% au-dessus. Donc voilà, c'est assez insupportable pour l'ensemble des Français de voir combien gagnent les hommes politiques au niveau national. En revanche, au niveau local, là, ils font confiance aux élus de terrain, aux maires, parce qu'en fait, et c'est dit par le maire de Saint-Étienne-de-Rouvray, Hubert Wulfranc, qui dit nous, on est à portée d'engueulade, en fait. Et donc voilà, donc il peut pas faire de bêtises, il peut pas piquer dans la caisse parce que aux prochaines élections il sera pas élu. Voilà. Vous notez aussi, Antoine Dreyfus, que le vote Front National est motivé par de nombreuses raisons très diverses. Il y a bien sûr toujours un fond de vote de colère. Il y a ceux aussi qui veulent un État fort, le retour de l'ordre, et d'autres qui vous le disent, qui ont peur de l'immigration, qui ont peur de l'islam. Mais ce qui ressort, c'est vraiment une mosaïque de motivation du vote Front National. Oui, oui. Alors le vote Front National, il est extrêmement divers. Il y a deux grandes peurs, ça c'est ce qui ressort de notre livre, c'est la peur du déclassement social et la peur de l'islam. Voilà. Et donc le Front National, il surfe sur ces deux peurs. Donc on a vu des électeurs du Front National, c'est pas un livre sur le Front National, mais le Front National est en creux. Et on a vu des électeurs qui nous disaient pas qu'ils étaient racistes. Plus personne dit ça pratiquement, à part quelques identitaires qu'on a rencontrés. Mais en creux, c'est à chaque fois dans les conversations, l'islam revient. Voilà, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente. C'est-à-dire que même quand ce n'est pas le thème que vous abordez dans une conversation, parce que en fait, vous avez des conversations avec ces Français, avec ces citoyens. Ouais, exactement. C'est nous, c'est vous, c'est nous tous, et vous engagez une conversation sur un certain thème, et l'islam ou d'autres sujets dont ils ont peur, ou en tous les cas qu'ils connaissent moins, ressort automatiquement dans la discussion. Voilà, c'est ça. On prend une voiture, un blablacar avec une dame qui fait une formation pour être inspectrice des impôts. Et elle nous explique qu'au bout de 2 heures de route, voilà, que oui, bon, bah, le voile, c'est pas terrible, voilà, il est burqa, etc. Alors qu'on ne lui a rien demandé de tout ça, en fait. Parce qu'on va dans l'est de la France et que on ne peut pas dire qu'il y a une invasion. C'est un cahier de doléances que vous avez noté. Il y a un autre élément intéressant dans votre livre, c'est qu'il y a une sorte d'unanimité autour de ce sujet, c'est la reconnaissance du vote blanc. Moi, ça m'a frappé, cette unanimité autour du vote blanc. On en a souvent parlé ici même dans cette émission. Je sais que c'est un sujet important, mais qu'il soit autant partagé et porté, c'est quand même assez frappant. Oui, alors ça, c'est plus Jean-Marie Godard qui l'a fait dans le chapitre sur Sète, la ville de Sète, où en effet, il a vu des communautés qui se débrouillaient avec le système D. Et la revendication, c'est l'abstention comme une protestation ultime, voilà. Et avec un rejet total de la classe politique. On rappelle que ce vote blanc, il est proposé par certains candidats pour sa reconnaissance. Nous verrons ce qu'il en sera. Au final, quand même, Antoine Dreyfus, malgré ces fractures, ce gouffre même, ce trou béant et ce manque de lien aujourd'hui, le tableau, il n'est pas noir. Parce que vous soulignez aussi, et heureusement, on sait qu'elles existent, des solidarités, des gens qui créent, des gens qui se bougent, des gens qui sont heureux, des gens qui ont conscience que la France est un grand pays, qui a de la matière grise, des ressources. Ça, vous le voyez aussi, vous le constatez aussi dans cette France qui gronde. Oui, bah, la France, c'est la 5e puissance mondiale. Donc voilà, là où les gens râlent... Certains l'oublient, mais pour ceux que vous interrogez, non. Oui, ils le savent. Là où les gens râlent, c'est que la richesse est mal répartie. Voilà. Mais sinon, en effet, ils sont conscients des atouts, des paysages, de l'art de vivre, de la richesse. C'est une nation d'ingénieurs, la France. Hein. On a construit des choses remarquables. Et il y a tout un tas de gens qui font des choses extrêmement bien. Et même dans la lutte, en fait, il peut y avoir des choses qui se forment. Mais nous, on a vu plutôt des micro-sociétés, en fait. Des gens qui, de manière informelle, créent des nouvelles solidarités. Et ça, il y en a beaucoup, en fait. Quand est-ce que vous avez commencé ce livre, ce travail ? On a commencé en juin-juillet 2016.
Est-ce que vous avez remarqué, au fur et à mesure de votre enquête, tout au long de votre travail, qu'il y avait un déclic, un basculement dans l'esprit des citoyens par rapport à cette campagne? Évidemment, avec le spectre des affaires, de plus en plus, on est allé vers une campagne déroutante, indécise, que nous-mêmes, nous avions du mal à appréhender. Est-ce que vous avez senti aussi ce trouble profond? C'est une bonne question. En fait, ce qu'on a senti dès le départ, c'est que le vote du Front National allait être important. En fait, ça, on l'a senti dès le départ. Environ un quart des gens nous disaient qu'ils allaient voter pour Front National, pour Marine Le Pen, ou en tout cas que ses idées représentaient... Et Antoine Dreyfus, sans aucun, j'allais dire, c'est plus un vote caché. Hein, ça, non, voilà, c'est plus un vote caché. De l'ancienne histoire, oui. Voilà, c'est plus un vote caché. Et bon, alors c'est vrai que sociologiquement, on a vu beaucoup de gens qui étaient petits commerçants, artisans, etc., donc plus favorables en effet à ce vote-là. Je me souviens plus, excusez-moi, de la vote. Non, je vous demandais, est-ce que vous avez vu justement ce point de bascule, de déclic par rapport à une campagne qui peut troubler, même si, comme vous le dites, je pense que c'est pour ça que vous êtes allé là-dessus, certains sont sûrs de leur vote. Avec cette campagne-là, on peut aussi se dire que la cristallisation du vote va se faire dans les derniers moments. Oui, on l'a senti notamment au moment de la primaire de la droite. Clairement, nous, on avait senti que Fillon montait. Ah. Voilà, on avait senti qu'il montait. Je ne pensais pas qu'il allait faire autant, mais on avait senti qu'il allait monter. Après, on s'est aperçu, en effet, moi je ne suis pas politologue, mais on s'est aperçu que les votes se sont faits au dernier moment, en fait. Hein, vraiment. Et là, je pense que ça va être la même chose. Vous n'êtes pas politologue, mais votre livre en dit plus que beaucoup de politologues réunis. Est-ce que vous l'avez envoyé aux différents candidats à la présidentielle? Oui, on l'a envoyé aux 5 candidats, oui. Ouais. Est-ce que vous avez eu des retours Pour l'instant, non. On l'a même envoyé à François Hollande. Et aucun retour pour le moment? Non, pour l'instant, non, aucun. Il y a une région, on a dit tout à l'heure, et vous avez rappelé votre travail minutieux, méticuleux, j'insiste sur ce point, parce que quand j'ai terminé cette enquête, on apprend beaucoup de choses. Hein. Merci. Non pas parce qu'on ne se déplace pas nous-mêmes, mais parce que vous apportez vraiment beaucoup de distance et un regard parfois cru, une lumière crue sur beaucoup de thématiques. Vous évitez Paris. Pourquoi? Parce que vous vous dites non, ça va fausser l'étude, Paris. C'est le microcosme pour vous? Voilà. Dès le départ, on s'est dit avec l'éditeur, on ne fait pas Paris. Voilà. Paris, c'est une sorte de bulle. Il y a des problèmes, évidemment, hein, comme dans toute grande métropole. Il y a de la pauvreté, il y a des difficultés sociales. Mais nous, on vit en banlieue parisienne et on observe ça à mi-distance. Voilà. Non, on s'est dit dès le départ, Paris, ça ne va pas. C'est une bulle médiatique et politique et ça ne reflète absolument pas la France, quoi. Pour conclure, comment on ressort d'une enquête comme celle-ci? Est-ce qu'on gronde aussi avec la France qui gronde? Un petit peu. Parce que vous avez fait ce livre avec peu de moyens, vous l'avez dit, avec vos moyens, etc., qui donne un livre d'enquête fouillé, mais est-ce qu'on est... On gronde un petit peu. Moi, j'ai fait des études, j'ai fait une maîtrise de sciences politiques, j'adore la politique, et je trouve que le spectacle actuel est un peu désolant parfois, voilà, et j'aimerais qu'on aille sur des choses plus de fond. Par exemple, on n'a pas de... on ne sait pas quel est l'état économique de la France. Il n'y a pas de débat là-dessus. Très juste. Voilà, on ne sait pas quelles sont les orientations qu'il faudrait prendre ou pas. Voilà. Donc parfois, c'est des micro-mesures, certes justifiées, mais... Voilà. En tout cas, vous dressez ce tableau qui est important pour les candidats qui ont donc reçu votre livre. Nous verrons ce qu'ils en feront et le diagnostic qu'ils en tireront. Politique, sécurité, éducation, religion, salaire, immigration, région par région, ce que pensent vraiment vos voisins, les Français. Merci Antoine Dreyfus avec Jean-Marie Godard pour ce livre aux éditions Flammarion Enquête. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude à présent, ce sont les moments choisis sur Public Sénat à suivre. Le vote utile contre Macron, c'est le vote Fillon. Aujourd'hui, quel est le risque? Parce que je pense que ce serait alors l'évitement du rendez-vous de la France. Ça serait de nouveau une France qui s'enfermerait dans un nini de solutions mollassonnes. Ça, c'est le risque Macron. Eh bien, le vote utile face à ce risque, c'est Fillon. Et c'est Fillon, à la fois vote utile... Le vrai risque, c'est pas pour vous, le Front National ? Mais Mélenchon l'a très bien dit tout à l'heure dans le zapping que nous avons vu. La probabilité d'élection de Marine Le Pen est extrêmement faible.
Il y a eu des films aussi après-guerre, dans les années 45, 50, sur les abattoirs, qui à l'époque montraient une violence qui est inhérente aux abattoirs. Et à l'époque, ça n'avait choqué personne. On est persuadé au XXe siècle qu'il faut manger de la viande, que manger de la viande, c'est naturel. Or, jusqu'au XIXe siècle, on mange peu de viande. L'explosion littérale de consommation de viande, c'est le XXe siècle. Et on encourage cela par l'idée que c'est biologiquement nécessaire, qu'on ne peut pas s'en passer. Et donc, à ce moment-là, les questions sur les manières d'abattre sont accessoires. De toute façon, il faut en manger. On doit passer par là. L'an dernier, la Commission européenne a rendu caduque sa propre interdiction de certains phytosanitaires toxiques. Des tergiversations pointées du doigt par les ONG. Même si l'association Génération Future l'assure, les choses commencent un peu à bouger. Sur le glyphosate, ça aurait pu être réhomologué l'an dernier pour une trentaine d'années. Or, ils ne l'ont pas fait suite aux actions et aux poussées des associations. Là, on a lancé une ICE, une pétition européenne, pour essayer de faire en sorte de ne pas le réhomologuer cette année et de peser sur le vote de la Commission. Donc, on va essayer quand même de faire bouger les choses, mais c'est vrai que l'industrie est très présente à Bruxelles. Une récente étude de l'INSERM a confirmé le lien qui existe entre exposition aux pesticides et cancer de la prostate, maladie de Parkinson ou problème de fertilité. On le fait à quelle heure le live du coup? Avec 18h 18h15, 18h30. On le fait où? Dans le studio. Ce matin, c'est un journal qui est un petit peu particulier depuis 2014, parce qu'il a été repris par ses salariés après un redressement judiciaire. On a organisé beaucoup d'ateliers pour définir notre nouvelle stratégie. Et c'est l'idée du journalisme de solution qui a émergé pendant ces ateliers, voilà, de faire en fait des contenus différents, plutôt tournés vers les solutions que vers les polémiques. Et on se disait que c'était ça que pouvaient attendre nos lecteurs aujourd'hui. Recevoir tous les jours des mauvaises informations qui nous disent qu'on va tous mourir, qu'on va être au chômage tous et que la planète elle va devenir de plus en plus chaude et que tout le monde, et que ça va être la crise avec Trump partout, etc. Ça finit scientifiquement d'ailleurs par créer en fait un repli, un rejet, parce qu'on est passif devant l'information. Les études montrent que lorsque l'on propose des solutions, ça fait réfléchir les gens. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. À noter que demain, à la place de votre émission quotidienne On va plus loin, Public Sénat vous propose la rediffusion d'un débat historique d'entre-deux tours, le face-à-face Mitterrand-Giscard, qui n'est pas d'ailleurs sans écho avec l'actualité, avec aussi ses répliques cultes. Voilà donc pour le programme de demain. On va se retrouver bien sûr mercredi, 22h, 23h30. Belle fin de soirée en notre compagnie.